Donc Florence Lémarie, je suis responsable au niveau de l'Agence régionale de santé de la cellule d'appui à la performance, qui est une unité transversale qui s'occupe du volet système d'information en santé. J'ouvre en fait cet atelier pour vous présenter donc Guy Marty, qui est le chargé de mission SI et qui travaille tout particulièrement à l'agence sur le programme Hôpital numérique. Son intervention, il va nous présenter en fait le programme national, où on en est au niveau régional des candidatures des établissements qui ont été acceptés dans quel domaine fonctionnel, quelle est la procédure à suivre auprès de l'agence pour candidater pour ce programme, dans quel délai on vous répond, comment ça se passe de façon très pratique en fait. Ensuite, nous aurons l'intervention de Samuel Chevalier, donc, qui est responsable informatique au CH de Condom et président de l'association ATHOS, Association des technologies de communication hospitalière, qui fera un point sur l'accompagnement qui a été mis en place au niveau de la région pour l'atteinte des prérequis auprès des établissements publics. Ensuite, l'ANAP interviendra à deux voix avec le docteur Manet d'une part et madame Karima Mokrefi, qui est directrice adjointe des systèmes d'information hospitaliers au CHU de Toulouse, pour nous expliquer de façon très pratico-pratique aussi le rôle des ambassadeurs ANAP dans ce dispositif. Et pour finir, on aura le témoignage d'un établissement avec monsieur Fabien Espace, qui est responsable informatique à la clinique Saint-Exupéry à Toulouse, et qui abordera le volet financement de cette démarche. Voilà, je laisse la parole à Guy pour sa présentation. Donc bonjour, je vais vous présenter le programme Hôpital numérique. Je vais avoir du mal en tournant la tête. Donc d'abord, je vais vous remettre le programme Hôpital numérique dans son contexte. Donc depuis plusieurs années, donc depuis 1998, il se sont succédé plusieurs plans d'investissement auprès des établissements de santé, donc avec le FIMO, le Hôpital 2007 et Hôpital 2012, avec une montée en puissance de la partie système d'information. Donc il y avait quelques projets en 98. L'émergence est arrivée avec Hôpital 2007 et en 2012, il y avait vraiment une partie système d'information hospitalier qui était présente. Donc l'objectif de ce programme-là, c'est de définir une stratégie. Donc alors, au moment où il a été monté, c'était 2012 à 2016. Bon, il est allongé jusqu'à 2018 pour prendre la suite du programme Hôpital 2012. Son objectif, c'est d'augmenter le niveau de maturité des établissements de santé sur leur SIH. Donc il faut aussi coordonner les acteurs et soutenir les projets innovants, puisque c'est quelque chose qui manquait sur les précédents programmes. Il y avait un travail, on va dire, individuel des établissements, mais il n'y avait pas quelque chose d'organisé et d'orienté de manière nationale pour atteindre ce but-là. Donc pour ça, un palier de maturité a été défini avec 3 prérequis et 5 domaines fonctionnels prioritaires que je vous présenterai plus en détail un peu plus tard. Donc le programme est basé sur 4 axes stratégiques, donc gouvernance, compétences, l'offre et le financement. Donc la partie gouvernance, c'est que le SIH devient un élément de pilotage stratégique des systèmes, des établissements de santé. Donc avoir une forte implication de la direction et des professionnels de santé. C'est un élément de réussite d'un déploiement et de la mise en œuvre d'un système d'information, où que ce soit, et pas seulement dans les établissements de santé, cette implication de la direction et des utilisateurs à l'intérieur de l'entité. Il y a des définitions d'objectifs collectifs et individuels. Donc il y a comme idée d'intégrer les différents indicateurs hôpital numérique dans les CEPOM, que ce soit au niveau des établissements, mais à l'origine aussi au niveau des régions, pour essayer d'avoir une montée en puissance, une montée en maturité de manière globale et au niveau à l'échelle d'un territoire. L'autre élément aussi dans ce cadre-là, c'est l'intégration des indicateurs hôpital numérique à la certification des établissements par l'HAS. Je reviendrai un peu plus tard sur ce point-là. Au niveau des compétences,
il s'est révélé qu'il y avait des difficultés au niveau des compétences SI dans les établissements de santé. Donc l'objectif, c'est d'améliorer les compétences. Or, tant au niveau des équipes techniques que des utilisateurs, des professionnels de santé. Et dans l'ensemble, c'est pour ça que certains indicateurs sont avec des objectifs d'usage plutôt que des objectifs de niveau d'équipement. Au niveau de l'offre, c'est structurer et stimuler l'offre de solutions. Il y a beaucoup de fournisseurs, mais la vision du marché était relativement faible. Donc il y a eu une mise en place d'un observatoire d'un référentiel des établissements de santé, RELIMS, l'application des... Ah pardon, je n'ai pas changé de... Merci. La mise en place de référentiels de modules fonctionnels communs, c'est-à-dire tout l'ensemble des normes et standards qui puissent... et donc des coordinations autour de ces éléments-là. Des travaux autour de la mutualisation et l'externalisation des SI pour améliorer la performance et l'usage des SI, des systèmes d'information. Donc en particulier, par exemple, la NAP avec la ZIP Santé avait produit un petit guide sur externaliser ou pas. L'autre élément important, le dernier point, c'est la partie financement avec un important changement de paradigme. Jusqu'à présent, donc dans les 3 plans précédents, le financement était à l'investissement. C'est-à-dire que les établissements présentaient un projet, obtenaient un financement d'une partie de ce projet et on considérait que l'objectif était atteint si l'établissement avait mis en place les équipements. On ne se préoccupait pas du niveau d'usage. Donc, et avec des projets qui pouvaient être plus ou moins financés, donc certains pouvaient être financés jusqu'à 10%, jusqu'à quasiment 50%, voire plus au niveau du projet. Donc, il va y avoir une concentration des financements, donc sur le socle prioritaire, avec l'élément initial, c'est de s'assurer que l'établissement a une maîtrise de son système d'information. Donc, c'est conditionné à l'atteinte des prérequis. Derrière, il n'y a pas de financement pour les prérequis, mais on peut mettre en place au niveau régional des accompagnements collectifs des prérequis. Donc, ce que M. Chevalier vous présentera de ce qu'ont fait les établissements de santé publics. Il y a un financement forfaitaire qui est dépendant du domaine fonctionnel choisi par l'établissement, mais aussi du niveau d'activité d'établissement. Donc proportionnellement, les établissements petits sont mieux financés que les gros établissements, avec des niveaux de financement conséquents. Je ne sais pas si Monsieur Espaz en parlera sur ce niveau-là. Voilà. Et derrière, donc, des conditions d'obtention qui sont assez contraignantes. Donc, d'abord, avoir une maîtrise du SIH, donc avoir atteint les prérequis. Et l'autre élément important, le financement uniquement sur l'atteinte des cibles d'usage. Donc, les indicateurs du palier de maturité. Merci beaucoup. Donc, il y a 3 prérequis, donc répartis en 12 indicateurs. Donc, identité, mouvement, fiabilité, disponibilité et confidentialité. Donc sur l'identité, c'est s'assurer qu'on a un référentiel unique, qu'on a une cellule d'identité-vigilance qui fonctionne. Tout ce qui est fiabilité, disponibilité, c'est ce qu'on va résumer avec un PRA, mais aussi c'est connaître les besoins en disponibilité et savoir quel est le niveau de service qui est fourni par le système d'information et tout ce qui est confidentialité. Donc il y a une partie politique de sécurité du système d'information, s'assurer de l'attention qu'on doit porter à des données informatisées. Donc dedans on trouve des éléments autour des mots de passe, mais aussi des chartes système d'information. Et 5 domaines fonctionnels prioritaires, donc répartis en 22 indicateurs. Donc les 3 premiers
résultats d'imagerie, dossiers patients informatisés et prescriptions électroniques alimentant le soin qui sont très orientés vers la production de soins. Et les deux derniers qui sont plus liés d'un côté à de l'organisation, donc programmation des ressources, et le dernier du pilotage médico-économique. Tous ces éléments-là, vous pouvez l'obtenir dans le guide des indicateurs qui est téléchargeable sur le site du ministère de la Santé. Donc, j'ai un petit exemplaire ici. Et ce guide des indicateurs a été précisé cette semaine par une note méthodologique sur les pièces justificatives pour être d'accord sur la façon d'interpréter finement les indicateurs. Alors, sur la partie des prérequis, il faut voir les prérequis comme un outil d'évaluation de la maîtrise du SIH. Faut rentrer dans l'idée du prérequis de maîtrise du SIH, mais l'établissement doit rentrer dans une forme de démarche de type démarche de management de la qualité, démarche de la sécurité. Donc l'impulsion doit venir de la direction. Comme dans toute démarche, on doit connaître les besoins, connaître les procédures, c'est-à-dire comment on travaille, et savoir qu'est-ce qui est fourni réellement pour pouvoir derrière entrer dans des boucles d'amélioration continue du système d'information. Alors, il faut faire attention avec ces prérequis. Il ne faut pas sur- ou sous-interpréter les indicateurs. Donc, sur 12 indicateurs, 4 sont quantitatifs. Il y en a 2 pour l'identité mouvement. Il faut avoir une connexion vis-à-vis du référentiel unique d'identité de mouvement. Et il y en a 2 qui concernent la confidentialité sur les capacités des applications. Un, avoir des systèmes au moins d'identification par login mot de passe pour les applications et des éléments sur la connexion à l'application. L'interprétation d'un indicateur aussi est limitée à son domaine. C'est-à-dire quand on parle de politique de sécurité, pour les établissements qui commencent à entrer dans cette démarche-là, si on démarre avec une politique de sécurité totale, c'est une marche qui est assez difficile à atteindre. Donc si vous avez remarqué, la sécurité, donc il y a 4 critères que sont la disponibilité, la confidentialité, la traçabilité et l'intégrité. Donc les éléments qui sont autour de disponibilité, intégrité sont dans la partie PRA et peuvent être traités indépendamment de la partie confidentialité. Donc une PSSI qui traite exclusivement de la problématique de confidentialité dans le système d'information est acceptable dans le cadre du programme numérique, on va dire actuellement. Alors sur des exemples de sur- et sous-interprétation, j'en ai sorti 3. Par exemple, pour l'identitovigilance, il est fait mention dans les indicateurs d'une cellule d'identitovigilance. Il est évident qu'en deçà d'une certaine taille, c'est difficile d'entretenir une cellule qui est dédiée à ça. Et donc, souvent, il y a une cellule qualité qui peut avoir les fonctions aussi de cellule d'identitovigilance. Sur le PRA, tout le monde a lu PRA, donc tout le monde a pensé je dois redémarrer dans les 20 minutes qui suivent la panne. Aucune contrainte n'est donnée sur les délais. L'objectif du PRA, c'est savoir comment je redémarre et dans combien de temps je redémarre. Derrière, les éléments de temps et de délai sont fixés par l'établissement suivant ses besoins et il permet aussi aux utilisateurs de savoir, d'être informés, de prévoir ce qui va se passer. Le dernier, c'est autour de la charte système d'information. Donc plus loin, je vous présentais donc l'état des lieux et donc on s'aperçoit que cet indicateur-là est en général relativement faiblement atteint parce que quand on fabrique cette telle charte, on oublie souvent sur la partie diffusion, la diffusion vers les intervenants extérieurs sur le SIH. C'est l'élément que j'ai souvent constaté. Merci.
Donc au niveau de l'état des lieux national sur le programme Hôpital Numérique, donc les établissements remplissent une base nationale qui s'appelle l'Observatoire des systèmes d'information, OSIS. Donc il y a 1300 établissements qui ont fourni les informations sur les prérequis, soit en gros 42% des établissements en France. 322, donc 23% sont conformes aux prérequis. Donc j'ai mis le détail sur chacun des prérequis, puisque c'est tout. Mais par contre, on peut avoir, certains établissements peuvent être conformes pour un ou deux prérequis seulement. Donc la moyenne nationale, là, on va dire, c'est une moyenne sur le volume d'indicateurs qui sont conformes, pour essayer d'avoir une idée de dire, bon, le prérequis, c'est quand même plusieurs indicateurs. Donc la moyenne d'atteinte globale, c'est de 77%. Globalement, plus de 75% sont au-delà de 58% de niveau d'atteinte, et moins de 2% sont en deçà de 25%. Alors, je ne sais pas si on peut interpréter ça comme bon ou mauvais, mais moi, de mon point de vue, c'est globalement, globalement bon. Mais ça n'engage que moi. Surtout quand on entend tout ce qu'on entend dire sur les systèmes d'information hospitaliers. Alors, on trouve dans les indicateurs qui posent le plus de difficultés aux établissements, l'indicateur qui parle des taux de disponibilité, donc avoir les besoins de l'établissement, mais aussi savoir les mesurer, le PRA, le plan de reprise d'activité, la politique de sécurité des systèmes d'information, et aussi le référentiel unique de structure. Au niveau des domaines fonctionnels prioritaires, donc 855 établissements ont répondu. Seulement 2 établissements ont atteint toutes les cibles fonctionnelles. J'en connais pas en Midi-Pyrénées pour le moment. Donc le résultat, c'est on a sur le domaine 1 autour des résultats d'imagerie et des résultats d'examen en gros 13% des établissements. Le point le plus difficile, c'est 2% pour le DPI et la communication extérieure. Pour la prescription alimentaire, le plan de soins, on a plus d'un quart des établissements répondants qui sont conformes. Pour la programmation des ressources et l'agenda du patient, on a 12%. Et sur la partie pilotage médico-économique, on a quand même 42%. Donc vous trouverez l'ensemble de ces résultats donc dans l'Atlas des systèmes d'information qui est publié par la DGOS sur le site du ministère de la Santé, où vous aurez plus de détails par indicateur et tout ce qui va avec. Au niveau régional, donc la façon de calculer, la façon de compter, d'évaluer ça est différente du niveau national. Moi, j'ai demandé aux établissements de retourner un outil national qui s'appelle l'autodiagnostic. Donc, c'est un outil c'est un tableur Excel sur lequel un certain nombre de questions sont remplies. J'en parlerai un peu plus loin. Et donc, pour 152 établissements, j'ai eu 97 réponses. Ça représente en volume 64% des établissements, mais globalement, ces établissements représentent 83% de l'activité. Donc quasiment 8 patients, on va dire, pour dire 8 patients sur 10 de la région qui vont dans un hôpital. Donc actuellement, 24 établissements déclarent avoir atteint tous les prérequis. Donc pour la partie identité et mouvement, donc ils sont 35%, pour que la partie fiabilité 40% et confidentialité 27%. N'ont atteint aucun prérequis 52%. Et n'ont aucun indicateur conforme pour au moins pour chacun des prérequis 38%. Donc on trouve 11% des établissements qui n'ont aucune conformité pour la partie identité et mouvement, un tiers pour la partie fiabilité et disponibilité et seulement 6% au niveau de la confidentialité. On va retrouver ça sur des éléments d'avancement sur le tableau sur le côté, où on va retrouver ces éléments-là. Alors vous allez remarquer sur le P2 une forme de
presque une forme de contradiction. On a 40% des établissements qui sont conformes, donc c'est un des meilleurs indicateurs, mais aussi dans la 33 qui n'ont aucun indicateur conforme. C'est à la fois le meilleur et le plus mauvais. Donc on constate par analyse globale que la fiabilité, disponibilité est le prérequis le plus difficile pour les établissements. Bien ensuite, comme au niveau national, on se retrouve avec les mêmes taux que le niveau national. Donc fiabilité, disponibilité, puis confidentialité et évidemment la partie référentielle de structure. Si on fait une analyse donc d'un côté, vous avez catégorie d'établissement, en fait, c'est le niveau d'activité. Hôpital numérique définit 4 niveaux d'activité qui sont plus ou moins liés à la taille de l'établissement. Donc A, B, C et D. D étant l'établissement qui a le plus d'activité. Dans la région, il y en a un seul, c'est le CHU. Donc je ne l'ai pas mis dans la colonne pour éviter pour permettre à chacun de se dire on ne montre pas un établissement. Donc on constate que plus l'établissement a une activité importante, meilleur est son système d'information. Et on voit aussi que le taux de réponse est plus important. Après, derrière, au niveau du public et du privé, on a à peu près, les mêmes niveaux, sauf plus de difficultés au niveau du public sur la partie fiabilité et disponibilité, mais aussi avec un taux de réponse qui est beaucoup plus important pour les établissements publics. Il y en a 50 sur 42 qui ont répondu. Je suis quasiment à 96%, un truc dans ce goût-là, ce qui n'est pas le cas des autres catégories d'établissements. On peut constater, par exemple, qu'on a un indicateur qui on peut se dire c'est pas très compliqué, le 3.2 là sur la charte formalisant les règles d'accès et d'usage au système d'information. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça c'est un des indicateurs qui est sous-interprété, c'est l'oubli de la diffusion. Quand on analyse en finesse, l'absence de diffusion vers les intervenants extérieurs sur le SIH. L'utilisation d'hôpital numérique et leur impact sur les SIH. Donc l'élément important, c'est l'utilisation des indicateurs. Donc il y en a 28 sur 34 pour la certification des établissements de santé. Il y a une correspondance qui a été faite entre les indicateurs hôpital numérique et les critères de certification de la HAS. Ce qui rend obligatoire pour les établissements qui sont en cours de certification le remplissage de la partie hôpital numérique de O6. Ce qui a aussi un service, c'est que un tableau de correspondance est calculé automatiquement par O6 et remis aux experts visiteurs. Donc, tous les établissements passeront par ça, donc devront remplir ces informations et donc vont finir par avoir une obligation d'augmentation de leur niveau d'atteinte de ce palier de maturité. L'autre élément, l'interopérabilité est inscrite dans le programme hôpital numérique. On y parle du DMP, mais on y parle aussi de l'INSC, l'identifiant national de santé. Plus particulièrement pour les établissements publics et SPIC, on a des liens avec les différentes lois, donc santé publique, HPST ou la loi de financement de la sécurité sociale. Donc on trouve des éléments autour de la certification des comptes, qui a un effet sur la fiabilisation du système d'information. Et fiabilisation du système d'information, on va retrouver des éléments autour de la problématique des prérequis. FIDES, qui est la facturation directe des établissements. Donc la facturation directe passe par une bonne collecte des actes pour pouvoir faire rapidement de la facturation. Donc on va retrouver ça dans la partie dossier patient informatisé. Mais aussi des éléments autour de la performance. Donc on a l'indicateur médico-économique. Donc pour atteindre les prérequis, la DGOS fournit une boîte à outils. Donc il y a l'outil d'autodiagnostic dont j'ai déjà parlé, qui permet d'évaluer les indicateurs des prérequis. Donc il y a un inventaire des applicatifs. Par applicatif, il y a 6 questions. Après, il y a 53 questions sur le système d'information lui-même et sur l'organisation, du style vous avez une cellule d'hytovigilance, elle se réunit 4 fois par an, voilà ce genre de choses-là.
Et derrière, suivant le résultat, l'outil va jusqu'à proposer un plan d'action pour l'établissement pour pouvoir essayer de se mettre en conformité avec les prérequis. Ils fournissent aussi 7 fiches pratiques, donc je ne vais pas les énumérer ici, qui permettent de pouvoir répondre à certaines questions. Pour la partie financement hôpital numérique. Donc au niveau national, le rapport d'activité 2013 hôpital numérique indique que 39 établissements ont été financés, ce qui représente globalement 9,8 millions d'euros, globalement en amorçage et en solde. La répartition par domaine, donc principalement ont été financés donc, le dossier patient et la prescription électronique alimentant le plan de soins. Au niveau régional, donc, nous avons reçu 29 demandes, dossiers de candidature. Nous en avons ouvert que 27 et sont actuellement, alors j'ai des chiffres qui évoluent. J'ai fait ça en début de semaine et depuis le début de la semaine, ça a évolué. Donc j'ai 8 établissements qui ont déposé, donc j'ai 9 établissements qui sont en train de mettre à jour leur dossier de candidature. 8 qui m'ont dit que le dossier de candidature était complet, que je devais être en cours d'instruction. Et il y a 10 établissements donc, qui ont été financés, donc 7 qui sont en cours de réalisation et donc en route vers la cible, et 3 qui ont terminé le programme, donc qui ont atteint les cibles. Donc globalement, donc en Midi-Pyrénées, c'est plutôt les résultats d'imagerie de biologie qui ont été financés. On s'est concentré essentiellement sur la partie production de soins, donc résultats d'imagerie, dossier patient et prescription électronique alimentant le soin. Donc les établissements, vous avez ici la liste des établissements qui ont été sélectionnés avec le domaine fonctionnel pour lequel ils ont été sélectionnés. Donc au niveau régional, nous disposons d'une enveloppe de quasiment 18 millions d'euros que l'on doit déléguer entre 2013 et 2018. Donc l'amorçage représentant 20% du total, dont 3 millions 500, quasiment 3,6 millions pour l'amorçage. Donc actuellement, 10 établissements ont été sélectionnés pour le financement, ce qui représente globalement 3 500 000 euros d'engagés, soit 20% de l'enveloppe totale, et 1,6 million de crédits délégués, c'est-à-dire qui ont été réellement perçus par les établissements, que ce soit en amorçage ou que ce soit pour ceux qui ont achevé. Donc la répartition, on a une obligation de répartition temporelle des crédits. Donc actuellement, donc en 2013, nous avons consommé l'ensemble de l'enveloppe. En 2014, on en est en gros à un gros tiers. En 2015 aussi. Et tout le reste, 2016 et 2017, jusqu'à 2018, rien n'a été engagé. Le principe des financements du hôpital numérique. D'abord, donc ce que j'ai déjà dit, le rappel de l'éligibilité. Donc il faut avoir atteint les prérequis et les avoir au moment du dépôt de dossier et conserver ces prérequis au moment de l'atteinte des cibles. Encore une faute d'orthographe. Pour le financement, donc il y a une possibilité d'amorçage en début de programme. En moyenne, cet amorçage représente 20% de l'enveloppe allouée à l'établissement. Si les cibles ne sont pas atteintes, l'amorçage sera remboursé. Et le solde est payé après atteinte des cibles. Là-dessus, il y a un programme d'évaluation du programme. Donc, il y a annuellement par l'ARS auprès des établissements. Donc, pour ceux qui la durée d'atteinte des cibles dure plus d'1 an, il y aura une revue de projet. Et un audit par tirage au sort. Donc, entre au moins 2 établissements par an.
Et donc là, on vérifie sur place la véracité des pièces justificatives. Alors, donc, si les déclarations sont fausses, donc c'est-à-dire que ni les prérequis ou les cibles ne sont atteintes, l'ensemble des sommes qui ont été perçues devront être remboursées. Au niveau du déroulement du processus, l'ensemble du processus est géré en ligne. On ouvre ce qu'on appelle un DPC, donc le dossier d'instruction des projets d'investissement SI. La candidature est faite auprès de l'ARS. La forme est libre. En général, donc au moins un mail, parce que le téléphone, ça a tendance à se perdre. La réponse, c'est 1 mois et demi. Donc en Midi-Pyrénées, l'exigence que nous avons, c'est d'avoir un autodiagnostic mis à jour. Et là, on engage en général un dialogue qui peut être relativement rapide avec l'établissement. S'il a atteint les prérequis, donc là, il n'y a pas de souci, c'est quasiment automatique. S'il n'a pas atteint, il faut avoir une idée de quel est le délai d'atteinte. S'il dit c'est dans 1 an ou dans 2 ans, je pense que là, ce n'est pas la peine d'ouvrir. Il faut d'abord qu'il se concentre sur les prérequis avant de se concentrer sur le dossier à remplir. Une fois que le DPC est ouvert, il n'y a pas de délai pour l'établissement pour déposer son dossier. Alors l'instruction du financement, elle est en théorie, elle devrait se passer au fil de l'eau. Mais l'attribution réelle des crédits a lieu que a priori 2 fois par an, après publication des circulaires budgétaires. Et donc la limite des dépôts, c'est janvier d'un côté et août de l'autre. Entre-temps, c'est pas les crédits, eux, ne sont qu'attribués en mars et en fin octobre, a priori. Donc derrière, l'organisation, c'est plus de la vérification des pièces justificatives sur pièce. L'objectif, c'est de l'atteinte des prérequis, mais aussi d'essayer d'évaluer la capacité de l'établissement à mener le projet à terme et dans les délais que l'établissement s'est fixé. Si c'est OK, en Midi-Pyrénées, on sélectionne l'établissement sur un seul domaine. Et derrière, on remonte la demande de crédit au niveau national. Et on verse la première circulaire budgétaire la plus proche, permet de verser les 20% d'amorçage. Donc pour le suivi, je vous en ai déjà parlé, il y a une revue annuelle de projet. Et donc si lors de cette revue annuelle, on constate qu'il y a une impossibilité d'atteindre les cibles dans les délais choisis par l'établissement, on clôture le dossier et on demande à l'établissement de rembourser les sommes d'amorçage. Sinon, il y a un audit, dont je vous ai déjà parlé globalement. Donc, et là, ça se passe sur place. C'est-à-dire, on va vérifier, on va faire par des interrogations, on va interroger certaines personnes, on va vérifier les pièces. Alors, je parle par exemple sur la PSSI, donc il y a un certain nombre de données confidentielles dans les PSSI, dans les PRA. Nous acceptons à ce que les documents, par exemple, soient expurgés des éléments confidentiels. Une des actions, ça sera d'aller vérifier que l'élément confidentiel existe vraiment dans les documents dans l'établissement. Mais pas seulement. Donc derrière, j'ai mis une liste des documentations disponibles en ligne. Voilà. Merci beaucoup. Je voulais revenir sur 2-3 points. Vous avez bien noté l'enveloppe régionale qui est de 18 millions, donc qui est conséquente. L'agence est extrêmement vigilante au fait de ne pas perdre ses financements. C'est-à-dire qu'effectivement, les établissements là doivent candidater. Et c'était un peu le mot d'ordre de Monique Cavalier lors de la journée du 12 juin avec les établissements de santé. Ça, c'est la première chose. La règle de répartition qu'on a actuellement fixée depuis l'année dernière sera peut-être amenée à changer, effectivement, parce qu'il va falloir s'adapter aux candidatures. C'est vrai que la règle de répartition jusqu'à présent était de dire on essaie de respecter une équité territoriale, une équité publique-privée, et du coup, on ne finance pour le moment qu'un domaine fonctionnel par établissement. Alors, certains établissements ont candidaté sur les 5 domaines fonctionnels, donc il y a eu un de retenu, d'autres
ont candidaté que sur un domaine fonctionnel jusqu'à présent. Le message est quand même clair. Le fait d'avoir candidaté sur un domaine fonctionnel, d'avoir obtenu un financement, ne vous bloque pas, ne bloque pas les établissements pour recandidater dans les mois à venir. Au contraire, on vous incite fortement à le faire. Après, les arbitrages se feront au niveau de l'agence, mais il est important pour nous qu'on ait des remontées et des remontées conséquentes et rapides cette année et l'année prochaine, effectivement, pour ne pas perdre l'enveloppe. Après, point positif, on a quand même 10 établissements qui sont financés. C'était début 2014. Vous avez vu qu'au niveau national, il y en a une quarantaine. Donc, on est dans la course, j'ai envie de dire, et on n'a pas de retard. Moi, il y a un chiffre qui m'alerte, c'est les 52% d'établissements qui n'ont pas atteint les prérequis. C'est quand même la moitié des établissements. Il y a une démarche qui a été faite, qui a été conduite auprès des établissements publics cette année. On a des contacts avec les structures privées qui souhaiteraient mettre en place la même démarche auprès des établissements privés. Et l'agence, effectivement, financera cet accompagnement de la même façon qu'elle l'a financé pour les établissements publics. Dernière information, c'est une petite information, le CHU n'est pas concerné par Hôpital Numérique vu qu'il a bénéficié de financements antérieurs sur d'autres programmes. D'où le fait aussi qu'ils n'apparaissent pas dans le tableau. Voilà. Donc là, on va laisser peut-être la parole au docteur Manet de la NAP et à Madame Mokrefi pour qu'il nous explique de façon plus concrète le rôle de la NAP dans ce dispositif. Bonjour aux gens du Sud. Donc nous sommes ici à Paris où il pleut et où il ne fait pas beau. Mais j'espère que vous, je ne sais pas si vous me voyez. Est-ce que vous voyez mon écran où est-ce qu'on en est? Vous m'entendez déjà? Alors, Monsieur Manet, je confirme, on vous entend, on vous voit. Pas encore votre écran, mais on vous voit. Bon, alors normalement, mon écran est censé vous afficher la première diapo. Alors, je vais appuyer sur le bouton. Alors, ce que je voulais quand même dire, c'est que si la NAP est mobilisée sur ce programme Hôpital Numérique, c'est parce qu'on est persuadé à la NAP que l'informatisation des hôpitaux, c'est pas seulement une ligne budgétaire de plus, c'est aussi quelque chose qui participe directement et activement à la fois à l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins et aussi à l'amélioration de la performance des organisations de santé d'une façon générale et plus particulièrement des hôpitaux. Et donc, depuis quelques années, on commence à avoir des preuves comme quoi le fait d'avoir un dossier patient informatisé, comme quoi avoir les examens qui arrivent directement sur les postes de travail des professionnels, les radios, les examens biologiques, comme quoi le fait d'avoir des prescriptions informatisées, ça améliore la qualité des soins. Donc maintenant, on sait qu'il y a un bénéfice pour le patient. Et c'est un de nos motifs importants de mobiliser dans le cadre de ce projet Hôpital Numérique. Et c'est aussi ce qui a motivé le fait pour la DGOS d'être beaucoup plus proactive que les fois précédentes. Avant, on faisait, comme le disait M. Marty, de l'investissement sans trop s'occuper de savoir si les gens, après ça, utilisaient les programmes. Et bien maintenant, le motif, c'est pas j'ai une facture d'informatique, je me la fais rembourser, mais c'est les praticiens au niveau des soins, les infirmières, tout le monde s'empare des outils et s'en sert effectivement dans la vie de tous les jours pour participer aux soins des patients. Et c'est donc cette grande nouveauté du financement à partir des indicateurs d'usage et pas simplement du remboursement de facteurs comme ce qu'on avait vu dans tous les projets et les plans que vous a montré M. Marty tout à l'heure. Donc maintenant, on commence à voir sérieusement des biscuits scientifiques pour dire oui, informatiser, ça sert vraiment à quelque chose, c'est pas des caprices de technologues un peu fous. Alors, maintenant, comment est-ce qu'on travaille, nous, à la NAP? Alors, la NAP, c'est donc l'Agence nationale pour l'appui à la performance des établissements
Et on est une agence nationale qui ne fait pas de réglementation. Ce n'est pas du tout le rôle de la NAP. On ne fait pas non plus, on n'a pas un rôle de contrôle. Le travail de la NAP, c'est vraiment de faire de l'appui aux établissements. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans notre conseil d'administration, on n'a pas seulement évidemment des gens des tutelles publiques, des gens d'assurance maladie, mais on a aussi les fédérations hospitalières, aussi bien publiques, privées qu'ESPIC, qui sont membres à part entière de notre conseil d'administration. Et donc, ce sont eux qui nous passent les commandes de notre programme de travail. Alors, l'ANAP s'inscrit dans ce grand mouvement du programme Hôpital numérique que vous avez détaillé, M. Marty, donc avec de nombreux axes. Et l'ANAP a pris en charge un certain nombre de ces axes. Par exemple, l'ANAP fait le pilotage de 2 grands PREPS, des programmes de recherche en évaluation à performance, qui visent à montrer, je vous ai dit qu'on montrait que informatiser les soins, ça avait des impacts positifs sur le système de santé, mais ces démonstrations, elles ont été faites essentiellement aux États-Unis, dans les pays nordiques, enfin, etc. On n'a pas, en France, déployé de grands systèmes d'évaluation de l'impact des systèmes d'information de santé. Donc, il y a 2 grands programmes universitaires qui visent à développer en France des outils qu'on pourra mettre à la disposition des établissements de santé pour qu'ils puissent démontrer que leur action d'informatisation des soins a vraiment un impact positif. Et vous le savez peut-être, le CHU de Toulouse fait partie de l'un de ces grands programmes interuniversitaires de recherche. Donc l'ANAP participe au développement et au pilotage de ces projets de recherche. L'ANAP a aussi un rôle dans l'outillage des compétences en SI et on a déjà fait une première brochure sur l'identification des rôles et des compétences nécessaires au niveau du système d'information d'un hôpital, aussi bien du côté des professionnels de la DSI que des utilisateurs. Donc c'est un travail qui est en cours à la NAP et qui va se prolonger. On a aussi, alors quand on est éventuellement trop petit ou qu'on n'a pas assez de ressources pour avoir toutes les compétences nécessaires sur place, il y a un moyen de s'en tirer qui est éventuellement de se regrouper à plusieurs établissements voisins pour mutualiser un certain nombre de ressources et de compétences, voire d'externaliser un certain nombre de fonctions. Et à ce moment-là, eh bien, l'ANAP s'est adjointe avec l'ASIP pour faire des manuels, des aides, des outils pour vous aider à aborder ce problème de la mutualisation et de l'externalisation. Enfin, il y a un des axes d'hôpital numérique qui est la consolidation de l'offre. Et dans ce cadre, pour limiter un petit peu, parce qu'il a été analysé qu'on avait à la fois une offre et un besoin très foisonnant, ce qui empêchait de consolider le fonctionnement des applicatifs. Et en fait, même quand alors d'abord, on a, vous savez, grâce à la base Relix, on a près de 400 offreurs d'applications hospitalières, dont la grande majorité sont très petits et dont on se demande comment ils font pour réussir à avoir une recherche et développement à la hauteur des enjeux. Mais même les grands offreurs, en fait, même s'ils ont 200 clients, en fait, dans la pratique, ils ont 200 applicatifs différents, ce qui implique des difficultés au niveau de la maintenance et de la logique du développement de ces outils. Donc, pour consolider ce côté de la définition du besoin, vous savez que l'ANAP a mis en place une démarche de définition de cahier des charges type qui touche la plupart des domaines fonctionnels d'hôpital numérique, et on est en train actuellement de préparer la V2 de ces cahiers des charges.
Je vous propose de prendre le relais. Je redonnerai la parole au docteur Philippe Manet quand la connexion sera revenue avec Paris. La raison pour laquelle j'ai été sollicitée par l'ARS pour participer à cette table ronde, ce n'est pas au titre de ma fonction au CHU de Toulouse. Comme l'a fait remarquer le docteur Lemarie, le CHU de Toulouse ne peut pas bénéficier de subsides d'hôpital numérique et à ce titre, donc nous ne participons pas à cette course aux deniers. Pour ma part, je suis en fait ambassadrice hôpital numérique de l'ANAP, c'est-à-dire que l'ANAP, pour pouvoir accompagner les établissements justement dans la mise en place de projets informatiques sur les 5 domaines fonctionnels que vous avez présentés, Monsieur Marty, a décidé en fait de s'appuyer sur des acteurs de terrain, donc locaux, spécifiques à la région des différents établissements de santé, et qui soient en capacité en fait d'apporter une expertise, si nécessaire, un appui méthodologique aux établissements qui en feraient la demande. Donc comment ça se passe? L'ANAP a lancé un appel à candidature auquel les gens qui travaillent dans les systèmes d'information, mais pas que, ont pu candidater, et ceux qui ont été retenus donc, sont désormais ambassadeurs hôpital numérique, après une formation, bien évidemment, qui est donnée par l'ANAP. Donc à ce titre-là, chaque région se voit dotée d'un certain nombre d'ambassadeurs. L'objectif étant que l'ANAP dispose d'un maillage territorial d'environ 150 ambassadeurs sur toute la France, et la cible pour Midi-Pyrénées étant que nous puissions être 5 pour pouvoir répondre aux besoins des établissements, tout statut, c'est-à-dire que ce soit à la fois public, ESPIC ou privé à but lucratif. Donc nous sommes 4, donc pour ma part je fais partie de ces 4 ambassadeurs. Nous sommes à votre disposition, il faut le savoir, et à ce titre, nous sommes missionnés par l'ANAP. C'est-à-dire que je dispose d'une convention entre moi, mon établissement et l'ANAP, qui me permet de consacrer une partie de mon temps à répondre aux demandes des différents établissements qui en feraient la demande sur un certain nombre de domaines fonctionnels. Alors, pour ça, je suis soit formée par l'ANAP si besoin est, soit au titre de ma fonction, puisque je suis directrice adjointe des systèmes d'information du CHU de Toulouse, je dispose d'une certaine expérience en termes d'informatisation, de mise en œuvre de projets informatiques, et à ce titre-là, sur mes domaines d'expertise et de compétences, je peux apporter, bien évidemment, mon appui aux établissements qui le souhaiteraient. Je vous en prie. Alors, pour pouvoir solliciter un ambassadeur, que ce soit en Midi-Pyrénées ou ailleurs, bien évidemment, le dispositif étant national, eh bien, la saisine se fait par Internet. L'ANAP a mis en place une plateforme dédiée justement à l'accompagnement sur hôpital numérique avec un certain nombre de documentations et un forum et la possibilité de solliciter les ambassadeurs hôpital numérique. Ce site Internet, c'est www.monhôpitalnumérique.com et je redonne la parole à Monsieur Manet. La connexion étant revenue. Monsieur Manet, c'est bon. Vous avez à nouveau la parole. Bon. Est-ce que par hasard, à ce moment-là, on peut voir mon écran peut-être? C'est avec une nouvelle connexion. On va voir. Oui. Ça marche. Vous voyez un écran. Ah bah alors c'est une excellente nouvelle. Où est-ce que j'en étais de cette histoire? Finalement, là, il faut reprendre. Donc, on va avancer. Donc, dans cette histoire, le gros de notre sujet, c'est quand même d'accompagnement les établissements pour atteindre les cibles d'usage d'hôpital numérique, puisqu'on a bien compris que c'était quand même ce qui conditionnait le financement pour un certain nombre d'entre vous, et que de toutes les façons, pour les autres, c'était quelque chose qui était inscrit dans vos CPEM. Ça fait partie des objectifs de votre agence régionale de santé, et c'est même inscrit dans les objectifs des directeurs en ce qui concerne les établissements publics. Donc, en lien avec les CMSI au sein des ARS de chaque région, l'objectif de l'ANAP, c'est bien d'aider les établissements à atteindre les cibles d'usage. Alors, le périmètre, on en est tous d'accord, c'est bien effectivement tous les établissements de santé publique,
privés, ESPIC, qu'ils soient MCO, SSR, PSI ou HAD. Et donc on s'adresse à l'ensemble des établissements du territoire, nous ici à la NAP, pour notre dispositif d'accompagnement, qu'il soit financé ou qu'il ne le soit pas. Le dispositif qu'on vous propose, c'est un dispositif, alors je ne sais pas dans quelle mesure les brillants effets que j'ai ici arrivent jusque sur votre écran, mais c'est donc 5 services, dont le premier c'est diffusion de contenu via la plateforme, ensuite un ensemble de forums qui permettent aux établissements de santé de soumettre leurs cas et d'échanger entre eux autour d'un certain nombre de problèmes qu'ils pouvaient avoir. Un troisième étage, c'est celui d'un appui métier par un réseau d'ambassadeurs au niveau régional. Et puis on a également éventuellement des possibilités d'aide ponctuelle sur site et puis des journées thématiques nationales ou régionales, comme par exemple ce que nous faisons aujourd'hui. Alors si on revient sur nos enjeux généraux, c'est bien de déployer des outils et des méthodes à grande échelle au niveau des établissements de santé. Et c'est comme ça qu'on voit 3 petits établissements régionaux qui remontent dans le dispositif de la NAP un certain nombre de difficultés de déploiement de leur système d'information. Et nous avons donc organisé un collège d'experts de SI qui travaillent avec nous et qui élabore un certain nombre d'outils, de méthodes qui sont proposés en réponse à ces difficultés de déploiement. On a appelé des points durs qui sont constatés et remontés par les établissements. Alors ces outils et ces méthodes, une première façon de les utiliser, c'est d'aller les récupérer sur donc, la plateforme Mon Hôpital Numérique, et je crois que vous étiez en train de les évoquer quand la communication a repris sur cette plateforme. Et puis, il ne suffit pas d'avoir des outils, d'imprimer des papiers, d'avoir des listings de tâches à faire pour que ça fonctionne bien, mais il faut réussir à s'en emparer sur place, à se les approprier, à les adapter aux circonstances locales qui sont toutes différentes, puisqu'on n'utilise pas de la même façon dans un CHU de quelques milliers de lits et dans un SSR au fond d'une montagne des Pyrénées, le même outil, le même dispositif. Donc l'adaptation locale, eh bien, elle se fait avec l'aide éventuelle du réseau des ambassadeurs de la NAP qui est disponible dans les régions. Alors, donc, on s'appuie sur les besoins des établissements qui sont caractérisés par ce que nous avons appelé des points durs. C'est des difficultés qu'un établissement rencontre quand il cherche à atteindre les cibles d'usage du programme Hôpital Numérique. Et donc, voilà quelques définitions de points durs, des délais, petits lags là, dans l'affichage. C'est vraiment des difficultés pratiques, vous voyez. On caractérise généralement de 2 phrases. La première, c'est la description de la définition. Et puis le deuxième, c'est les enjeux qui accompagnent cette difficulté, ce point dur. Voilà, donc on a identifié pour l'heure actuelle une 50aine de points durs qui ont été validés par nos experts et qui sont en train de s'efforcer d'y apporter des réponses. Et il y a d'autres points durs que nous sommes en train de mettre en forme au fur et à mesure qui nous remontent par un réseau de collecte. Donc le premier service, c'est un service de diffusion de contenu. Donc il y a une base que vous voyez dans laquelle nous avons déjà plus d'une centaine de contenus qui nous viennent à la fois de l'ancien GEPSI, qui nous viennent aussi de toute notre opération Hôpital 2012, à laquelle vous êtes un certain nombre, j'imagine, avoir participé déjà. Et donc, quand un utilisateur cherche quelque chose dans cette base, il se connecte donc sur la plateforme et il a accès. Soit alors, là c'est un tout petit peu futuriste, c'est un dispositif d'auto-évaluation, un autodiagnostic
qui pour l'instant est en test, mais qui devrait être en ligne à partir de la semaine prochaine, et qui donc vous désigne, à partir des difficultés que vous avez pu identifier dans cette autodiagnostic, un certain nombre d'outils et de méthodes qui sont tirés de la plateforme de la table. L'autre façon, c'est plus classiquement d'utiliser un moteur de requêtage qui est fondé sur l'ensemble des domaines fonctionnels et sur une description de votre environnement et de vos difficultés qui, là aussi, va vous permettre d'identifier des outils provenant de la map. Voilà comment ça se passe au niveau de la plateforme. Alors si on a le temps tout à l'heure, si ça vous intéresse, et si les dieux de l'informatique sont avec nous, on essaiera peut-être de faire une démonstration en ligne. Pour l'instant, on va esquiver la difficulté et continuer par la description sur des diapos. L'offre d'expertise que nous vous proposons, eh bien, elle commence aussi, une fois qu'on a regardé et téléchargé des documents, à exposer ses difficultés à ses collègues, à ses pairs, et essayer de chercher dans son environnement quelles peuvent être les solutions, les trucs, les coups de ficelle qu'ont trouvé les autres personnes qui sont dans le même cas que vous. Et pour ça, l'outil qu'on met à votre disposition, c'est un forum qui concerne les indicateurs. Alors je ne sais pas si la définition est bonne et si vous arrivez à voir, mais il y a donc une branche de forum pour chacun des domaines. Et après ça, à l'intérieur, on peut décliner l'ensemble des indicateurs et des problèmes que posent ces indicateurs. Et bien entendu, sur les 3000 établissements qui sont confrontés à ces soucis, il y en aura toujours quelques-uns qui ont les mêmes problèmes que vous et qui peut-être ont déjà réussi à les vaincre et qui accepteront de venir raconter sur le forum par quels moyens ils ont pu progresser face à ces éléments de blocage. Pourquoi est-ce que nous avons mis en place ce système? Eh bien, d'abord parce que maintenant, on est à un déploiement à grande échelle. C'est-à-dire que quand il s'agissait d'Hôpital 2012, il y avait 400 établissements. C'était déjà quelque chose d'important. Là, maintenant, on est, comme l'a dit M. Marty tout à l'heure, à presque 3500 établissements. Et c'est tous qui doivent progresser ensemble vers un niveau de maturité suffisant dans le système d'information. Donc c'est quand même autre chose. Et la NAP toute seule, dans son petit coin, place d'Italie à Paris, ne pouvait pas suffire avec ses moyens. Donc utiliser des relais locaux pour propager ces systèmes, c'était quelque chose d'indispensable. Par ailleurs, des gens qui descendent de Paris en TGV et puis qui repartent avec l'expérience qu'ils ont acquise, certes un petit peu partout, mais qui n'est pas forcément adaptée à des circonstances et à un environnement local, c'est pas forcément ce qui marche le mieux. On est beaucoup plus partisan d'un système de compagnonnage entre pairs, entre gens qui se connaissent et qui partagent les mêmes fonctionnements. Donc, il y a aussi un problème fonctionnel, c'est que ça marche certainement mieux comme ça que quand on débarque de Paris avec des consultants. Donc, l'objet, c'est de faciliter l'usage de nos outils, mais il y a aussi, c'est du donnant-donnant. C'est-à-dire que, bien sûr, nos ambassadeurs vont diffuser nos outils et nos méthodes qu'on a fabriquées déjà avec des gens de terrain, mais ils vont aussi, c'est aussi un outil pour faire remonter à la NAP l'expérience qu'ils ont pu collecter lors de leurs diverses interventions. Donc c'est du bilatéral. Alors, voilà, leur mission, c'est donc d'aller dans leur région pour aider leurs voisins à partir de la prise en main des outils de la NAP. Mais on tient
attirer votre attention sur le fait que ces ambassadeurs, ils viennent pour des objectifs bien précis et qui ne peuvent pas se substituer à une assistance à maîtrise d'ouvrage qualifiée. Ils ne sont pas là pour, si vous n'avez absolument aucune expérience, ils ne peuvent pas suppléer à un déficit global de compétences ou de ressources au niveau d'un établissement. Alors, qui sont ces ambassadeurs? On l'a dit, c'est des professionnels de terrain. C'est donc des gens qui sont en exercice dans un établissement et qui ont un profil de chef de projet. Et c'est, dans les 90 qu'on a déjà, ce sont donc, certes, pour moitié des informaticiens, ou pas forcément d'ailleurs des informaticiens, ce sont des gens qui sont dans des DSI. Mais dans les DSI, on n'a pas que des informaticiens, on a déjà un certain nombre de gens de métier. Et puis ce sont aussi des gens qui sont, à l'heure actuelle, en exercice comme médecins, comme soignants, comme pharmaciens, comme personnel de direction. Et qui sont, à l'heure actuelle, en train de participer au pilotage d'un déploiement dans au moins un des domaines fonctionnels HL. Et donc ils sont, pour la plupart, en fonction dans un établissement de santé, où il peut arriver qu'on ait sélectionné des gens qui sont dans des GCS de santé ou des structures de santé. Ce qu'on leur demande, c'est une certaine disponibilité, c'est-à-dire que ça représente globalement une dizaine de jours de disponibilité, ce qui représente donc 10 jours, c'est quelque chose, mais c'est quand même moins de 5% d'un équivalent temps plein. Ce n'est pas une charge massive. Alors, comment est-ce que travaillent ces ambassadeurs? Eh bien, ils peuvent travailler en bilatéral avec un établissement, c'est-à-dire qu'on s'entend, et puis je viens passer une journée, une demi-journée avec une équipe projet, et ensemble, on examine les modes de fonctionnement. Il y a une autre façon de travailler, c'est de regrouper plusieurs demandes entre plusieurs établissements, et on fait un atelier de travail sur un sujet particulier, autour d'un outil de la NAP. Et enfin, il y a, comme aujourd'hui, vous avez un ambassadeur qui vient participer à un colloque, un séminaire, un collège des DSIO, etc., et qui vient apporter son expérience au niveau d'un ensemble d'établissements. Alors pourquoi donc est-ce qu'on peut devenir un ambassadeur? Parce que nous continuons évidemment à en recruter. Eh bien, le premier problème, c'est le directeur, puisqu'il s'agit de personnel en fonction. Nous demandons donc l'accord et la participation du directeur qui signe un contrat tripartite, donc entre la NAP, le directeur et l'ambassadeur. Qu'est-ce que gagne un directeur à déléguer quelqu'un pour être ambassadeur? Eh bien, c'est que cet ambassadeur va recevoir une montée en compétences de la part de la NAP. Il va être invité à participer à la NAP à un certain nombre de réunions où on va faire une formation. Et donc, le directeur gagne le renforcement de son équipe de pilotage de son système d'information. Et par ailleurs, son équipe, par le biais de l'ambassadeur, a un accès qui est privilégié à l'expertise de la NAP et des experts de la NAP dans les domaines fonctionnels d'hôpital numérique. Et bien entendu, ça ne lui coûte rien sur le plan budgétaire, puisque tous les frais de déplacement sont pris en charge par la NAP. L'ambassadeur, quant à lui, ce qu'il y gagne, eh bien, c'est qu'il a évidemment une formation gratuite aujourd'hui de la NAP, et puis qu'il a un certain degré de reconnaissance au niveau régional dont il peut bénéficier. En échange, l'ambassadeur doit donner une dizaine de demi-journées par an à ses collègues. Alors pourquoi est-ce qu'on a dit 10 journées? Eh bien, c'est parce qu'en fait, il y a l'équivalent de
10 demi-journées de formation qui sont apportées à l'ambassadeur, et en échange, il doit sortir de son établissement pendant 10 demi-journées pour aller aider ses collègues localement. Maintenant, plaçons-nous du côté de la demande. Comment est-ce que, en tant qu'établissement, je peux solliciter l'intervention d'un ambassadeur? Il y a donc des premières étapes à parcourir. Il faut déjà avoir travaillé sur les documents qu'on a sélectionnés sur la plateforme, avoir commencé à se les approprier. Il faut être allé voir sur le forum ce qui se disait autour des difficultés éventuelles qu'on peut avoir. Et à ce moment-là, on peut solliciter dans un domaine particulier un ambassadeur de sa région. Comme on vous l'a dit, on travaille en coordination avec les CMSI. Et donc, au début du processus, et avant même que l'ambassadeur soit prévenu qu'il est sollicité, le CMSI est informé de la demande via la plateforme, et donc il peut la réorienter. Oui, le texte a été un petit peu bouffé. Il peut la réorienter, la regrouper, puisque lui, il sait ce qui se passe au niveau de sa région. Il peut très bien dire, ben voilà, je sais qu'il y a 3 ou 4 établissements qui ont le même genre de difficultés. Et ce que je vous suggère, eh bien, c'est de vous rassembler en atelier de travail pendant une journée, et puis de creuser ce problème tous ensemble. Voilà. Une fois que le mode d'intervention a été décidé, l'ambassadeur s'arrange avec le ou les établissements pour fournir sa prestation. Et par la suite, l'établissement fait remonter son évaluation de l'intervention à l'ANAP, qui fait donc une synthèse annuelle de l'ensemble de tout ce dispositif. Donc, comme on vous l'a dit, on a un groupe d'experts qui sont des gens, eux aussi, des gens de terrain, qui se réunissent sous forme d'un collège tous les 2 mois à la NAP et également à l'occasion de quelques séminaires annuels. Et nous avons donc un dispositif de remontée en entonnoir pour l'identification des points durs qui concernent, on interroge donc les syndicats d'industriels des éditeurs, les CMSI bien sûr, les ambassadeurs qui servent à remonter les difficultés, les experts, le forum, puis diverses instances qui mettent en forme tous les points durs, qui les présentent au Collège des experts, et c'est donc le Collège des experts qui décide des thématiques, des livrables, qui hiérarchise tous ces points durs et puis définit des groupes de travail qui font les productions. Donc, globalement, le processus consiste à vous fournir tout un tas d'avis d'experts, de retours d'expérience, de capitalisation, de guides, d'outils et de démarches, donc suivant la maturité en fait du problème. Quand c'est un problème qui n'a pas une grande maturité, on demande simplement à un expert d'apporter son expérience, et c'est un simple avis d'expert d'1 ou 2 pages qui est mis à votre disposition. C'est moi, dans ce cas-là, voilà comment je fais, mais on ne peut pas considérer ça comme étant une recommandation, c'est simplement un avis pour vous aider à vous dépatouiller. De l'autre côté de l'échelle, quand on a un domaine sur lequel on a pu observer vraiment une bonne maturité des établissements les plus avancés, là on peut établir une démarche complète dans laquelle vous allez avoir des documents types dont vous pouvez vous emparer, des outils qui vous permettent de faire des autodiagnostics. Voilà, c'est suivant les niveaux de maturité des questions, la réponse va être adaptée. Et donc, voilà globalement quelle est l'équipe qui est disponible au niveau de la NAP pour vous aider dans ces problèmes. Et voilà, je vais rendre la main à votre atelier si on peut débrancher ça. Voyons.
et je peux participer à l'atelier. Voilà. Je ne sais pas si vous pouvez reprendre la main, là, ça n'a pas l'air de... Merci Monsieur Manet pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette présentation et par rapport au rôle de l'ANAP dans le dispositif hôpital numérique? Moi, j'avais deux précisions à vous demander. Vous avez parlé à un moment d'un autodiagnostic mis à disposition des établissements en ligne sur la plateforme. Cet autodiagnostic, comment ça s'articule avec les outils qui existent déjà à la base aussi? S'il y a une grille d'auto-évaluation qui est renseignée aussi, je sais, pour les candidatures des établissements, ça fait beaucoup de grilles, j'ai envie de dire, beaucoup d'indicateurs à renseigner. Est-ce qu'on n'aurait pas pu articuler les choses entre, par exemple, l'ANAP et les agences pour éviter aux établissements de remplir et de re-remplir des grilles d'indicateurs? Oui, l'autodiagnostic qui est prévu par l'ANAP est un autodiagnostic qui est assez light, hein, et qui vous permet simplement de trouver quels sont les éléments d'aide, les outils qui sont le plus adaptés à votre projet en cours. Hein, c'est très centré sur quel est mon souci actuel, d'abord dans quel domaine fonctionnel je me trouve. C'est plutôt une sorte d'aide au requêtage. D'accord. Ça vous permet de trouver facilement sur la plateforme les outils qui vous sont le plus utiles. D'accord, c'est pas... Et c'est pas du tout obligatoire. Enfin, c'est pas obligatoire c'est juste une aide. C'est pas obligatoire dans le dispositif et ça n'est pas un outil pour évaluer le niveau de maturité de l'établissement concernant son SIS. Ça y participe. Parce que si vous remplissez et qu'on vous montre, enfin vous prouvez que vous n'avez pas de problème, on vous proposera aucune aide. D'accord. C'est un petit peu ça. C'est pour orienter l'aide en fonction de vos difficultés. D'accord. Et deuxième question, quand on démarre cette démarche auprès de l'ANAP, ça prend combien de temps, entre guillemets, pour voir arriver l'ambassadeur dans l'établissement, pour aider l'établissement sur le programme hôpital numérique? Entre le moment où l'établissement se dit « Ok, j'y vais, je vais sur la plateforme, je suis tout le parcours que vous nous avez indiqué » et le moment où l'ambassadeur peut intervenir. D'abord, c'est à la main de l'établissement. C'est à lui de décider à quel moment il constate que nous, ce qu'on pense, c'est que dans la plupart des cas, le simple fait d'aller sur la plateforme, de faire l'autodiagnostic, de voir que en utilisant telle ou telle méthode, j'arrive à appliquer moi-même les quelques conseils qui sont donnés par les experts, et puis je me débrouille tout seul. Donc ce qu'on pense, c'est que dans 90% des cas, quand l'établissement est face à une difficulté, le simple fait de réunir un groupe de travail et de suivre les méthodes que vous allez trouver sur la plateforme fait que vous n'aurez pas besoin d'un ambassadeur. Donc dans la plupart des cas, il n'y a pas forcément besoin d'un ambassadeur pour se débrouiller. Maintenant, vous tombez sur un gros os et vous n'arrivez pas, sur le plan local, à trouver le bout de ficelle qui va bien. À ce moment-là, vous posez la question d'un ambassadeur et le CMSI a une semaine, 15 jours pour éventuellement réorienter la question. Et après ça, le message est directement transmis à l'ambassadeur et après ça, vous organisez avec lui, ça peut aller assez vite. Une fois que l'ambassadeur estime que vous avez, une question tout à fait légitime sur laquelle il peut vous aider et que vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir, il peut intervenir dans le mois qui suit votre demande. D'accord.
S'il n'y a pas d'autres questions. Bonjour, Olivier Pontiès, directeur des finances et du système d'information au CHIC Castres-Mazamet. Les 5 domaines d'hôpital numérique sont-ils inscrits dans le marbre jusqu'en 2018 ou y a-t-il des évolutions d'envisager ou de possibles? La question est pour qui? Pour vous. J'ai pas très bien entendu. Je vais la reformuler. Les 5 domaines actuels d'hôpital numérique sont-ils inscrits dans le marbre ou sont-ils appelés à évoluer d'ici 2018? Alors, les domaines, ça, ils sont définis. Hein. De la même façon, les indicateurs, ils ont été définis bonne fois pour toutes. Et je ne pense pas, mais ça, c'est la TGOS et la réponse, qu'il soit envisagé de changer la valeur des indicateurs. Après ça, il n'est pas impossible que, au fur et à mesure, la façon de mesurer les indicateurs en fonction de tel ou tel cas particulier qui pourrait remonter et qui n'aurait pas été anticipé au début, parce qu'évidemment, quand on définit ex nihilo ce genre de dispositif, on n'a pas forcément à l'esprit toutes les difficultés. Donc, un certain nombre de nuances d'applicabilité des mesures d'indicateurs puissent apparaître dans les années qui viennent, c'est pas impossible. Mais la valeur des indicateurs, comme vous le savez certainement, c'est quelque chose qui était très largement discuté avec une discussion publique, une discussion qui a été validée par l'ensemble des collèges, par les fédérations hospitalières. Ça me paraît difficile que ça soit réellement remis en cause d'ici à 2018. Par contre, ce qu'il y a, c'est que tous ces indicateurs ne sont pas tous fixés à 100% et qu'il n'est pas impossible qu'il y ait ensuite un plan, je ne sais pas quoi, 2025 ou que sais-je, qui aboutisse à continuer à augmenter le niveau de ces indicateurs pour confirmer la maturité des systèmes d'information de santé. Merci. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais laisser la parole à Monsieur Chevalier qui va nous décrire en fait le dispositif qui a été mis en place auprès des établissements publics de la région pour l'atteinte des prérequis. Oui, bonjour, Samuel Chevalier, donc je suis responsable informatique au centre hospitalier de Condom et j'interviens également au centre hospitalier de Vic, Mirande et Auch. Je suis également président de l'association Atos, l'association de technologie des communications hospitalières. Donc je profite de la tribune pour rappeler que notre 23e congrès annuel aura lieu les 9 et 10 octobre au Palais des Congrès de Perpignan. Alors, M. Marty m'a sollicité pour donner un petit peu mon ressenti sur l'action d'accompagnement qui a été menée en Midi-Pyrénées. Donc cette action le projet a été mené par le collège EDSIO. C'est grâce à leur liste de diffusion d'ailleurs que j'ai eu connaissance de cette action d'accompagnement à laquelle je me suis inscrit. Donc mon retour va être assez bref puisque aujourd'hui l'action s'est concrétisée par une formation qui a eu lieu fin mars, début avril, qui portait principalement sur la politique de sécurité, formation de 2 jours, donc sur laquelle cette formation nous a permis de démystifier en fait certaines demandes, notamment les documents à renseigner, le degré de finesse, aussi jusqu'où faut-il aller dans le détail. Donc cette formation très intéressante a permis de mettre le pied à l'étrier en fait, de revenir dans nos établissements avec une démarche à mettre en œuvre. Aujourd'hui, on en est à rédiger la documentation nécessaire qui sera validée donc par le MIPI qui nous a dispensé la formation. Voilà. Donc aujourd'hui, on est en train de mettre en place ce système d'échange entre nos établissements et notre formateur. Donc ça se concrétise par des échanges par mail, des conférences téléphoniques. Voilà. Voilà pour la partie accompagnement. Guy, est-ce que tu as des compléments d'information à apporter ?
Donc cet accompagnement donc en 2 parties, avec une partie formation, une partie audit de la production de l'établissement, a été proposé par le collège des DSIO. Ça rentre dans le cadre des accompagnements collectifs, donc ce qu'on a pu dire Florence en début de présentation. Et ces accompagnements collectifs, on est tout à fait prêt aussi à accueillir une opération d'accompagnement collectif pour d'autres catégories d'établissements. Donc on passe en particulier aux établissements privés. Donc nous avons été contactés par certains d'entre eux. On leur a dit, vous pouvez monter quelque chose et derrière on vous aidera financièrement pour cet accompagnement-là. Donc pour le moment, c'est les publics, donc tous les publics ont été invités. Il y a 35 établissements qui ont participé. Et ensuite, donc restent les établissements privés. Donc d'un côté, les établissements privés lucratifs et les établissements dits ESPIC, donc privés non lucratifs. Donc pour finir cet atelier, en fait, on va passer la parole à Monsieur Espace qui va nous faire un point par rapport à l'expérience de la clinique Saint-Exupéry, donc qui a candidaté en fin d'année dernière, si je me souviens bien, au programme Hôpital Numérique. Merci. Donc bonjour. Donc voilà, moi je voulais faire un petit peu un retour d'expérience puisqu'on a suivi la démarche complète Hôpital Numérique, du dépôt de dossier. On a été retenu jusqu'à la phase donc on a commencé à toucher des subventions. Donc je voulais un petit peu, voilà, merci, la diapo, vous expliquer un petit peu les démarches qu'on a réalisées donc en interne dans notre établissement. Déjà notre établissement, donc on est une clinique basée à Toulouse, clinique néphrologique, donc spécialisée dans les maladies rénales. Donc on est un établissement qui dispose d'un service informatique, d'un petit service informatique, mais on a la chance d'avoir un service informatique, ce qui n'est pas forcément le cas de tout l'établissement et qui peut poser des problèmes dans le cadre d'hôpital numérique. Donc on verra que même en petit établissement, on peut se faire accompagner et donc on peut très bien adhérer au programme hôpital numérique. Donc on a suivi donc très tôt, dès 2012, un petit peu le programme hôpital numérique. Donc on a participé un petit peu aux réunions organisées par l'ARS, aux informations qui circulaient à droite à gauche. On s'y intéressait très très tôt, ce qui nous a permis un peu ensuite, ce qui nous a aidés. On a ensuite donc créé dès début 2013, puisqu'on a vu que ça commençait un petit peu à bouger, on commençait à recevoir des circulaires, des informations un peu plus concrètes. Donc on a démarré, dès début 2013, on a créé un groupe projet interne, donc, sur lequel on a aussi bien le président de CME qui en fait partie, le directeur de l'établissement, donc bien sûr moi-même responsable de l'informatique, on a la responsable qualité, plusieurs personnes, donc qu'il a fallu un petit peu convaincre, il a fallu un petit peu expliquer le projet avec les éléments qu'on avait. Un des gros arguments qu'on a eu à ce moment-là, donc, c'est que nous, on a la certification donc V2014 qui arrivait en ligne de mire. Bon, on n'avait pas encore beaucoup d'éléments ou autres, mais on savait que tout le travail hôpital numérique, c'était pas non plus, pour reprendre l'expression, c'était pas inscrit dans le marbre, mais on savait qu'une partie du travail fait dans hôpital numérique serait utile, notamment pour les certifications à venir. Donc c'est vrai, du coup, pour intéresser les personnes de la qualité ou autres, ça a pas mal aidé. Ensuite, on a décidé de réaliser un audit interne. Donc cet audit interne, pour un petit peu, parce qu'on a beaucoup d'éléments, je pense que comme tout établissement, que ce soit les services qualité, un peu tout établissement font des procédures donc qui sont centralisées, mais on a beaucoup de choses en fait, notamment qui sont demandées dans les différentes certifications. Donc la dernière, la V2010. Donc on a fait un audit interne et on s'est fait aider donc, par un prestataire extérieur, un consultant, pour un peu rassembler tous les éléments qu'on avait et pour avoir un petit peu également un œil extérieur sur ce qu'on faisait, ce qui est toujours intéressant parce que quand on a le nez dans le guidon, c'est compliqué de vraiment donner un avis sur les différentes procédures, donc ça a été intéressant.
Donc cet audit interne donc, a été fait par des personnes donc, de l'établissement et donc par un consultant externe. Ça a duré à peu près un mois afin de rassembler tous les éléments, voir ce qui allait, ce qui allait pas, ce qu'il fallait mettre à jour, tout ça. Pendant ce temps, les documents donc, de l'ARS, petit à petit, ça avançait, ça se concrétisait. On a eu à ce moment-là, début 2013, les premières grilles d'auto-évaluation avec des indicateurs et tout très précis. Donc on a commencé à remplir les premières grilles d'autodiagnostic. Donc on a vu là où on n'était pas bon, où il fallait qu'on travaille. Donc on s'est beaucoup aidé de ces outils-là. Petit à petit également des outils, des documents préformatés, tout ça ont été publiés sur les différents sites. Donc on a commencé vraiment avec ce groupe de travail et cet intervenant, ce consultant extérieur, à revoir tous les documents qu'on avait, à les mettre à jour en fonction de ce qui était demandé dans Hôpital Numérique, puisque c'est relativement précis. Donc il y a pas mal de documents qu'on avait mais qui suffisaient de mettre à jour en fait. Et d'autres qu'on n'avait pas, mais où des modèles ou autres étaient fournis par l'ARS. Donc on s'est débrouillé avec tout ça, quoi. En juin 2013, donc on a rempli la grille d'auto-évaluation. Donc, et on a eu l'atteinte de ces prérequis qu'on a transmis donc, à l'ARS pour demander ensuite la demande d'initialisation d'un dossier hôpital numérique, donc ce qui a été fait dans la foulée en juillet 2013, je pense que c'est ça. Donc petit à petit, donc, on a vu dans l'outil DPC comment ça se passait. Donc on a commencé à déposer au fur et à mesure du temps les différents documents qui étaient demandés. Donc on a continué également en parallèle qu'on en déposait, en retravaillait certains. Puisque comme il y a plusieurs personnes qui sont impactées, notamment tout ce qui est cellules d'identité-vigilance ou autre, donc c'est vrai que c'est difficile de déposer les documents à une fois quand il y a d'autres personnes qui doivent y travailler également. Donc on a terminé de déposer tous les documents donc en septembre 2013. Ensuite, donc, on a validé dans le portail DPC notre dossier. Donc, une fois qu'il est validé, on ne peut plus y revenir, on ne peut plus le modifier. Voilà. La main est donnée à l'ARS pour instruire ce dossier. Il a été instruit dans les semaines qui ont suivi. Donc, c'est une instruction donc, sérieuse. Ce n'est pas juste une vérification, est-ce que les documents y sont ou ils ne sont pas. On nous a posé des questions précises dans certains documents, voilà, des questions assez précises où il a fallu donner des renseignements un peu plus approfondis. Également, on a oublié ou pas préciser certains documents, ils ont été réclamés. Donc il faut faire attention, voilà, quand on publie les documents, ils sont étudiés sérieusement. Et j'ai eu d'autres retours d'autres établissements. Voilà, pareil. Ensuite, donc on a eu la bonne nouvelle, donc notre établissement a été retenu, donc ça reprend le calendrier, fin novembre 2013. Donc ce qui nous a permis, nous, même si on avait commencé à travailler, donc on avait déposé le dossier sur le domaine 1 qui est l'imagerie médicale et compte rendu d'ANAPAT. Voilà, donc on a candidaté sur ce domaine-là. Donc on a été retenu. On avait commencé quand même en amont à déjà travailler sur ce projet-là, puisque nous, c'est quelque chose qu'on souhaite mettre en œuvre, notamment les relations avec les plateaux d'imagerie qui sont extérieurs à notre établissement, tout ce qui est IRM, scanner, radio, donc pour intégrer le compte-rendu d'imagerie et également les clichés dans notre dossier patient. Donc c'est quelque chose qu'on souhaitait faire depuis un moment, mais qui se heurtait à des problèmes financiers avec les plateaux techniques. Donc on a travaillé sur ce dossier-là avec les différents acteurs, donc aussi bien les constructeurs, les éditeurs, les cabinets externes, etc. pendant tout le mois de décembre et tout le mois de janvier. Et on a atteint donc fin janvier les cibles.
Également, à la même période, on a reçu un premier financement correspondant à ce que disait M. Marty, correspondant à l'amorçage. Donc, ce qui nous a un petit peu aidé, notamment comme on a acquis pas mal de matériel qui est assez onéreux, donc ce qui nous a permis d'en payer une partie. Donc l'atteinte des cibles, donc fin janvier. Pareil dans le portail d'IPC, donc il est demandé de poster les preuves d'atteinte de ces objectifs. Donc les moyens avec lesquels on a calculé ces preuves. Donc là pareil, on a travaillé pas mal avec les éditeurs des logiciels pour essayer au maximum de faire des requêtes, d'informatiser ces méthodes de calcul par rapport aux indicateurs. Malheureusement, il y en a certaines qu'on a dû faire manuellement parce qu'on n'avait pas tout, on n'a pas tout pu et pas tout choisi de faire informatiser. Donc là, sur ce qui est fait manuellement, les requêtes, c'est un peu plus compliqué, voire impossible. Mais on a travaillé avec des éditeurs qui nous ont fait des requêtes. Donc on travaille avec des logiciels qui sont distribués nationalement. Du coup, pour les éditeurs, ça n'a pas été trop compliqué parce que du coup, ils ont intégré ça dans les versions à venir de leur logiciel. Donc pour les futurs établissements, les requêtes sont prêtes ensuite, quoi. Donc ensuite, une fois que les cibles sont en tête, donc les documents de preuve ont été publiés dans DPC. Pareil, contrôle de l'ARS, idem contrôle sérieux, très sérieux de l'ARS sur les méthodes de calcul, ce qui leur ont plu, pas plu, demande de complément, etc. Une fois que cette partie-là est validée, donc c'est à ce moment-là qu'on peut réaliser un dossier de demande de financement en apportant les preuves des dépenses effectuées dans le cadre du projet. Donc il y a un minimum, je crois, de 10%, je crois, qui doit justifier du montant. Bon, voilà, nous, je ne sais pas si c'est la règle. Voilà. La moyenne est 20%. Voilà, je ne sais plus ce qui te demandait. C'est le dossier de demande, donc l'amorçage pour les établissements, pour les personnes qui connaissent le système de financement, l'amorçage est versé sous forme de ce qu'on appelle de FMES-PP. Donc c'est un paiement sur facture, un dossier à constituer et envoyer à la Caisse des dépôts et consignations avec une copie à l'ARS pour s'assurer que s'il y a une problématique, l'ARS puisse dire ça correspond ou ça ne correspond pas. Ça permet à l'établissement de ne pas avoir de problème lorsqu'il demande cet élément-là. Donc l'amorçage fait en moyenne 20%, donc il faut que je respecte 20% d'enveloppe. Là, j'avais des soucis d'éléments, donc j'avais demandé, donc il y avait plusieurs établissements, on essayait d'instruire plusieurs établissements à la fois, et j'avais modulé la partie amorçage suivant les établissements, et j'avais demandé aux établissements s'ils acceptaient cette modulation-là. Je remercie la clinique Saint-Exupéry d'avoir accepté, sachant que le délai pour eux était relativement court. Pour les établissements où le délai est un peu plus long, l'amorçage de 20% est quelque chose de relativement important, puisqu'il faut pouvoir, c'est quand même beaucoup d'argent à sortir, à avoir en trésorerie pour pouvoir derrière bénéficier du paiement. Et ensuite l'autre partie, donc la partie qui est dite en HAC, donc là c'est pour les établissements qui sont soumis à T2A. Les autres ont un FMSPP un peu particulier, donc est versé de manière, on va dire, automatique, sans preuve de dépense. C'est-à-dire l'élément qui fait que la subvention est versée, c'est que les cibles sont atteintes, donc après, sur pièce justificative. Avec le risque que si vous avez fait une erreur sur vos pièces justificatives, un audit puisse venir et dire attendez, là ça ne marche pas, et que vous deviez rembourser l'ensemble. Merci. Donc pour conclure, puisque surtout la demande de M. Marty, c'était un petit peu savoir les difficultés rencontrées, ou au contraire ce que nous a apporté Hôpital Numérique. Donc déjà, je tenais à dire, on ne se rend pas forcément compte, donc on a énormément de procédures, de documentation ou autres en interne qui peuvent être réutilisées dans Hôpital Numérique et pour la plupart juste mises à jour. Donc voilà, on ne part pas de zéro d'un programme Hôpital Numérique.
Également, donc important, dans la V 2014, je crois qu'ils ont repris 28 indicateurs hôpital numérique. Voilà. Donc nous, on est lancé, donc, puisqu'on passe la V 2014, début 2016, on doit remettre un premier dossier 2015, donc on travaille. Et c'est vrai que sur la partie système d'information, tout ça, sur lequel je travaille, le fait d'avoir travaillé plutôt au hôpital numérique, je suis prêt pour la V 2014. Quoi. Donc tout le travail que les établissements font pour hôpital numérique, c'est du temps gagné, c'est pas du travail perdu. Enfin, c'est quelque chose de très important pour la V 2014. Après, on est bon, quoi. Après, un point également, nous, ce qui nous a beaucoup aidé, après, je ne sais pas, d'autres établissements, ce n'est pas le cas, c'est de se faire aider par des consultants extérieurs qui, à chaque fois que nous ont validé tous nos documents, donc que ce soit le PRA, la politique de sécurité ou autre, toujours, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, avoir un avis extérieur, avoir des idées. Également, souvent ces consultants travaillent sur hôpital numérique avec d'autres établissements, donc donnent des idées également sur ce qui est fait ailleurs. Bon, je pense que c'est les rôles d'ambassadeur, c'est un petit peu ça, voir ce qui est fait dans les autres établissements. Donc c'est toujours intéressant de voir quand on bute sur quelque chose, comment font les autres. Et après, le plus compliqué pour nous, c'était peut-être après de rédiger le document pour calculer les indicateurs. Donc en fin de démarche, où on a fait donc une partie manuelle, des tirages au sort manuels, tout ça, donc sur des dossiers patients médicaux. Donc où là, il a fallu faire des tirages au sort donc, avec du personnel soignant, habilité, donc médecin ou autre, vérifier les dossiers, tout ça, ça n'a pas été super simple et super sympa. Donc c'est vrai que le conseil que je donne, c'est informatiser le maximum et essayer de faire des requêtes informatiques. Pour nous informaticiens, c'est vachement plus simple, quoi. Donc voilà. Après, je ne sais pas si vous avez des questions ou autres, ce sera avec plaisir. Sur les... Voilà, je pense qu'il y a mes coordonnées aussi, donc c'est avec plaisir si des établissements ou autres ont des questions, des conseils, je suis à votre disposition. Donc il n'y a pas de questions a priori? Non. Donc c'était très clair. Merci pour ce retour d'expérience. Je crois que nous pouvons conclure cet atelier. Je tenais vraiment à remercier les participants qui sont venus, qui ont animé cet atelier, qui ont été prévenus très tardivement de la mise en place de cet atelier, qui sont pour rien, mais c'est l'agence qui est complètement fautive sur cette affaire-là. Et je les remercie vivement. Et merci à l'ANAP pour toutes ces informations. Voilà, bonne fin de journée.